La sortie des vidéos est assez irrégulière. Si tu ne veux pas les louper, je t'invite donc à t'abonner et à activer les notifications. Par ailleurs, si tu veux laisser un pouce bleu, vas-y, c'est excellent pour le référencement des vidéos. Bonjour et bienvenue sur Harmonices Mundi. Aujourd'hui, on va parler de l'Ars Nova française. Qu'est-ce que l'Ars Nova française? C'est beaucoup de choses et on va diviser ça, je vais expliquer les différentes choses que peuvent être l'Ars Nova. Dans un premier temps, premier lieu, disons déjà que c'est un mouvement de l'histoire de la musique. Un mouvement très important d'ailleurs, puisqu'il a permis de construire une véritable transition entre l'ensemble de ce qui a été fait pendant le Moyen-Âge et ce qui sera fait ensuite, Renaissance, puis Baroque. Je vous renvoie aux anciennes vidéos. C'est donc une période qui se situe sur la fin du Moyen-Âge. On la met à peu près sur l'ensemble du XIVe siècle, mais si on veut resserrer plus précisément, on va la mettre entre 1320 et 1380. Donc vraiment le cœur du XIVe siècle. Pourquoi ces dates-là? On va voir après pourquoi ces dates-là. Parce que dans un premier temps, il faut comprendre les deux choses majeures que sont l'Ars Nova. J'ai dit c'est un mouvement, mais pas seulement. Pourquoi est-ce que l'on a été amené à appeler cette période Ars Nova? Parce que un traité a été fait aux alentours de 1310-1320, entre les deux. C'est 1319, si je ne me trompe pas. C'est un traité qui s'appelle Ars Nova. Le traité Ars Nova qui est attribué à un théoricien, Philippe de Vitry, machin, blabla, on s'en fout, le nom des gens, ce n'est pas très important, de toute façon il y aura plein de petits détails supplémentaires dans la description, abonnez-vous. Et ce traité définit une nouvelle façon de penser la rythmique musicale. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous voulez on pourra aller un petit peu plus loin dans d'autres vidéos, de toute façon là j'en fais une première sur l'Ars Nova, vous voyez c'est Ars Nova numéro 1, parce qu'il y en aura d'autres. L'Ars Nova c'est moi-même mon propre sujet de recherche, donc c'est un sujet que je connais assez bien, pour ainsi dire. Mais on s'en fout, c'est pas très important pour le moment. Donc voilà, l'Ars Nova en tant que mouvement, en tant que courant artistique, qui définit l'ensemble d'une période, et en tant qu'objet, c'est un traité qui a donné son nom à la période, t'as compris. Par opposition, évidemment, à l'Ars Antiqua. L'Ars Antiqua, donc c'est ce qu'il y avait avant, c'est assez simple à comprendre. Ars Antiqua, art antique, art ancien, et l'Ars Nova apporte une nouveauté. On va avoir des nouvelles façons de faire la musique à travers une nouvelle pensée du rythme, point. Ça, c'est ce qu'il y a dans les livres. Mais, c'est un sujet ultra intéressant, vraiment. En fait, je vais vous parler pour ce que je connais, moi j'étudie la musique profane. La musique profane, c'est-à-dire c'est la musique qui n'est pas de la musique d'église. Donc on oublie les messes, on oublie une grande partie des motets, on oublie, voilà, tout ça, on s'en fout. Moi, j'ai bossé beaucoup sur ce qu'on appelle les ballades, les rondeaux, les virelais, des choses comme ça. Donc, ce sont des formes, dites formes fixes, donc c'est-à-dire qu'il y a une succession de vers, en rime, évidemment, donc partie A, partie B, A, B, voilà, des choses comme ça, entre vers, refrain, couplet, machin, tout ça, voilà. Ça tourne comme ça. Ce sont des formes fixes et très brèves. À la fin du XIIIe siècle, chez Adam de la Halle, par exemple, quand lui, il écrit un rondeau, on le chante en 1 minute 20, 1 minute 30, c'est vraiment le truc de gueux, on les pousse avec le pied un peu. Guillaume de Machaut, compositeur majeur et de très loin du XIVe siècle, lui quand il fait un rondeau, on chante en 5-6 minutes plutôt, et tout le monde écoute. Pourquoi? Parce que c'est pas important d'expliquer ça maintenant, moi ça fait 1 an que je bosse dessus, j'ai pas encore tout compris. Donc on va dire oui, c'est juste parce qu'il en écrit plus et tout. Non, c'est pas juste ça. Alors oui, forcément il met plus de notes, mais il y a tout un truc, c'est une philosophie de la musique qui évolue. Et cette Ars Nova, justement, renvoie également à une nouvelle pensée, qu'elle soit musicale, artistique et un petit peu humaniste dans une certaine mesure. Une nouvelle pensée, donc, qui est dans l'air du temps, évidemment. Philippe de Vitry, donc, à qui on attribue le traité Ars Nova, et son collègue, que moi je pense que c'est plutôt lui d'ailleurs qui aurait écrit le traité, appelé Jean de Murs, Johannes de Maurice, sont tous les deux nés, si je dis pas de conneries, aux alentours de 1290, donc extrême fin du XIIIe siècle. C'est les enfants du siècle, quoi, vraiment, c'est énorme. Mais ce n'est pas tout. Vers 1330, 1335, je crois, un homme, un poète très connu, Pétrarque, il a fait l'ascension du Mont Ventoux. Alors on va dire oui, des gens le font tous les jours, même au Tour de France, tous les ans, les beaufs avec leur casquette Ricard, on les voit, mais Pétrarque, lui, l'a fait au milieu du XIVe siècle. Ça devait pas être facile à l'époque parce que mon petit pote, les chemins et les routes, on oublie tout de suite. Non, il est monté en toge et en sandales. À l'époque, c'était comme ça, il y avait pas de... Ah non, pas de place pour les... Pas de faibles là-bas, c'est... voilà, on y va. Mais il a fait cette ascension-là, il était avec son frère,
Et c'était un vrai challenge, hein. Déjà de base c'était assumé. Il a fait une lettre, je mettrai le texte dans la description de la vidéo, enfin le texte, un lien vers le texte, ça fait 3-4 pages, hein. Ça se lit, vous pouvez lire ça, c'est super intéressant d'ailleurs, mais ça implique beaucoup de choses, c'est pas forcément, faut se concentrer un peu, hein, 14e siècle, il fait des phrases, on ne sait pas pourquoi pour lui ça a du sens, mais il n'y a que pour lui que ça a du sens, et il se perd un peu à un moment avec son frère, machin, il se galère. Mais quand il est en haut du Mont Ventoux, il observe ce qu'il y a devant lui, et ce qu'il dit, c'est justement que, il observe, et il apprécie. Alors c'est con, hein, dit comme ça, on va dire bah ouais, normal, c'est un beau paysage, machin, oui, mais la notion de paysage, elle n'existait pas trop à l'époque. Là, il a compris, en fait, que la beauté, ce que lui appréciait en tant que beauté, c'était quelque chose qui existait sur la Terre, et que lui, en tant qu'être humain, appréciait. Et c'était pas un truc que Dieu lui envoyait en lui disant « ça c'est beau, ça c'est beau ». Non, c'est lui qui reçoit le beau depuis l'objet. Tu vois ou pas? Et ça, c'est assez énorme, hein, comme pensée. Il s'est flagellé, hein, d'ailleurs, pour ça, et il dit qu'il préfère se détourner des choses terrestres, des choses des hommes, pour retourner vers celles de Dieu. Tout simplement, pour lui, ça veut dire d'arrêter de regarder le paysage parce que c'est mal. Vraiment, ouais, c'est mal. Mais sauf que ça, on va dire, oui, bon, ok, c'est tout con, mais ça marque vraiment un truc ultra important, et ça définit assez bien la pensée du XIVe siècle. Voilà, en gros, pour la philosophie, je vais revenir un petit peu plus tard sur l'aspect philosophique de ce XIVe siècle, et maintenant j'embraye sur autre chose, à savoir le roman de Fauvel. Et qu'est-ce que le roman de Fauvel? C'est un mec qui s'appelait Fauvel? Non, c'est faux. Fauvel est un âne, une bourrique, et il y a un roman sur lui. C'est énorme. En fait, le roman de Fauvel est un recueil poétique écrit entre 1310 et 1314 par un homme qui s'appelait Peut-être. C'est l'histoire du peut-être, là on est sur du lourd avec le roman de Fauvel. Par un homme qui s'appelait peut-être Gervais du Bus, ou Gervais de Bus. Il travaillait peut-être à la chancellerie royale de Paris à ce moment-là. Peut-être. Ensuite, quelques années plus tard, 1316-1318, le roman de Fauvel aurait été augmenté par un homme qui s'appelle, accrochez-vous bien, son nom est ultra stylé, Raoul Chailloux du Pestin. Pestin avec 2 S. On sait pas pourquoi. C'est énorme. Sauf que, et c'est là où là on enchaîne vraiment les peut-être. Vous vous souvenez du mec, Philippe de Vitry, qui a fait le traité? Bah peut-être qu'en fait c'est lui qui en a écrit dans la première partie, pas dans la deuxième. Pas dans la première édition, pas dans la deuxième. Il aurait écrit peut-être des choses, mais on n'est pas sûr. Parce que c'est complètement anonyme, les pièces, enfin si lui en a fait, elles seraient anonymes dedans. Ok, on n'a pas terminé. Raoul Chailloux du Pestin, peut-être que c'est Gervais du Bus lui-même, qui aurait pris un pseudonyme pour écrire une augmentation à son premier roman, qui est en fait un recueil poétique, sur une bourrique. Je vais vous expliquer après pour ce que c'est Fauvel d'ailleurs. Mais peut-être aussi que Raoul Chailloux du Pestin, c'est en fait un pseudonyme donné à l'ensemble des personnes qui travaillaient à la chancellerie royale avec Gervais du Bus, mais on n'est pas sûr. C'est ultra lourd, hein, comme truc. Juste le roman, déjà, c'est un roman en lui-même. Ok. Fauvel. Pourquoi Fauvel? C'est pour flatterie, avarice, vilainie, je crois, variété, envie et lâcheté. En un seul mot, lâcheté. Voilà, Fauvel, c'est ça. En fait, c'est l'histoire d'une bourrique, un cheval, et toutes les personnes, aussi vertueuses soient-elles, qui montent dessus, sont pervertis par le péché. Le péché lui-même, en personne. Le vrai, c'est un âne, c'est une bourrique. C'est une énorme satire de la cour de l'époque, on s'en fout, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas très important, parce qu'on n'a toujours pas parlé de l'Ars Nova. Voilà, c'est ça en gros. C'est une énorme satire de cette époque-là, peut-être que c'est aussi pour ça que le mec, il a fait les pseudos, machin, tout ça. Je ne sais pas exactement, j'ai pas énormément travaillé sur le roman de Fauvel, ça viendra peut-être un jour. Donc là, on a un petit peu bouclé les origines hein, de l'Ars Nova, oui, parce que je disais ça va commencer vers 1320, c'est le temps que le roman de Fauvel soit bien injecté dans la société. On le rappelle, il a été écrit avec toutes les augmentations qu'on a pu lui faire, plus ou moins entre 1310 et 1320, bam, début de l'Ars Nova. Le traité Philippe de Vitry, 1319, début de l'Ars Nova. Hop, c'est bon, ça part. On est dedans. Évolution de l'Ars Nova. L'Ars Nova a été, en France en tout cas, beaucoup contesté par plusieurs personnes. Surtout 2 personnes que l'on va retenir. La première, c'est, bien évidemment, le pape Jean XXII. Pourquoi? Je sais pas, c'était son délire, mais il y a un truc à savoir, c'est que les papes, si je me dis pas de conneries, se sont prononcés au sujet de la musique 3 fois dans toute l'histoire, même la musique religieuse. Donc il y en a eu plusieurs, machin, le pape Saint-Grégoire, tout ça, qu'on dit tout le temps, ouais, c'est lui qui a fait les chants grégoriens. Non, c'est faux, on arrête, on en parlera aussi, chants grégoriens, non, voilà. Pas le pape Grégoire, enfin oui, mais non, on s'en fout. Mais Jean XXII, lui-même, il kick total l'Ars Nova. Il dit pas je l'interdis, il dit pas
je suis contre, mais il dit clairement, c'est de la grosse merde. C'est de la méga grosse merde. Ce qu'il dit, ouais, c'est les mecs qui font des fautes partout, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, le rythme c'est faux, il y a rien qui va, voilà, il n'y a rien qui va. Pour lui, dans l'Ars Nova. Pour plein de raisons différentes. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que, en fait, avec l'Ars Nova, il y a eu une sorte d'augmentation, et les bases rythmiques qui ont été posées dans le traité de Philippe de Vitry, je pourrais rentrer dans les détails si vous voulez, mais c'est peut-être pas nécessaire, parce que c'est assez compliqué déjà. Les bases rythmiques qui ont été posées ont en fait permis de créer des polyphonies, donc comme si on s'en souvient dans les autres vidéos, donc c'est quand on met plein de voix qui vont tout ensemble en même temps, et que du coup, bah, si elles parlent pas en même temps sur la même chose, bah, ça va être compliqué de comprendre tout ce qu'elles disent. Sauf que bah, clairement à la base le chant c'est on envoie à Dieu quand même, donc faut qu'il comprenne le petit bonhomme avec sa barbe. Oui, mais l'Ars Nova ça marche plus comme ça, vous vous souvenez, Pétrarque, machin, les choses de Dieu, la beauté des hommes, ça, voilà, ça commence à... ça se tisse, c'est trop intéressant. Voilà, donc ça c'est une première chose. Il y a également un homme qui s'appelle Jacques de Liège, Jacob, qui a écrit plein de livres. Il a écrit un truc assez fat en 7 volumes, machin. Au début, on pensait que c'était pas lui, mais en fait, on sait que c'est lui, blablabla. Pour plein de raisons. En fait, la vraie raison, c'est parce que le début du titre de chacun de ces bouquins, quand on les met tous ensemble, ça fait Jacobus. C'est trop ouf. Pas trop, c'est pas non plus un truc de malade mental, mais c'est marrant. Petite anecdote, voilà, tu peux noter ça, tu le ressortiras sur ton devoir en L1. Lui, il critiquait, c'est la variété de production des compositeurs. Il critique le peu de variété, c'est-à-dire qu'avant on composait organum, motet, conduit, machin, blablabla, blablabla, on faisait plein de trucs, c'était énorme. Maintenant c'est surtout, voilà, ballade, rondo, c'est des formes, mais on l'avait dit, c'est des formes basses. Alors pourquoi est-ce que les mecs font que ça? Guillaume de Machaut, c'est pourtant considéré comme un des plus grands compositeurs de l'histoire, toute période confondue, hein. Il est moins connu parce que ça fait chier tout le monde d'écouter Guillaume de Machaut parce que clairement c'est un peu chiant, mais on ne peut pas nier le fait que c'est un compositeur extraordinaire. C'est impossible, impossible, impossible. Dans tous les bouquins d'histoire de la musique, il est incontournable. Ouais, pourquoi il fait des trucs aussi pétés du coup? Voilà, ben Jacob il avait pas compris lui non plus. L'Ars Nova, comme toute bonne chose, a une fin. A eu une fin. Faut pas imaginer l'Ars Nova voilà, comme un truc qui va faire remonter comme ça, brrr, descente. C'est pas, voilà, ça c'est la vie d'un être humain. C'est l'histoire qui fait un truc comme ça. Voilà, en entier. C'est du début à la fin jusqu'à elle part, c'est par là. Et puis il y a des petits moments comme ça, hop, des petites gouttes qui tombent de choses, et puis elles se diluent plus ou moins en fait. À partir du moment où elles tombent, elles vont se diluer. Et après, bon, bah, on les verra plus parce qu'il y a eu d'autres gouttes. Mais la couleur finale que l'on a, c'est le mélange de toutes les gouttes qui sont tombées, en fait. C'est pas une goutte qui va arriver, vivre, mourir. Non, non, ça c'est dans la nature, c'est une plante qui fait ça. La musique n'est pas une plante. Notez ça, c'est très important, la musique n'est pas une plante, on confond souvent. Bref, la fin de l'Ars Nova, ce n'est pas donc une fin en soi, puisque, comme beaucoup des mouvements musicaux, l'Ars Nova renvoie à une philosophie, à une façon de penser, que ce soit une façon de penser la musique, ou une façon de penser tout court. Là, ça implique énormément de choses, c'est pour ça que je ferai plusieurs vidéos là-dessus, mais aucune philosophie ne stagne, et évidemment, l'Ars Nova n'a pu être créé que sur les bases de l'Ars Antiqua, et donnera par la suite une véritable existence à ce que l'on a appelé a posteriori. À l'époque, ils appelaient pas ça comme ça, mais c'est nous, en tant qu'historiens, on a donné ce nom-là à ça. Ce qui arrive après, donc c'est l'Ars Subtilior, sur à peu près les 2 dernières décennies du XIVe siècle, plus ou moins. On en reparlera ça aussi, parce que là, il y a du méga lourd, si tu veux, enfin, il y a des trucs énormes. Pourquoi ça s'arrête là? Pourquoi ça continue, machin? Guillaume de Machaut, dont je parlais, est mort en 1377. 1377, 1380, hein, on va pas se faire chier plus ou moins, on va ensuite comme ça sur l'Ars Subtilior, donc qui poursuit en fait cette idée qu'avait l'Ars Nova, ces notions de production, une beauté au sens que l'entendent les humains, et la production est là, et en fait on est dans une nouveauté à travers l'écriture, à travers la fabrication. Il y a la vraie notion d'artisanat, d'où d'ailleurs la notion de compositeur en tant que tel. Tout est lié, tout est imbriqué, tout est ensemble. C'est super génial. J'espère que vous commencez un petit peu à comprendre les liens comme ça qui se tissent. Ça va être une vidéo assez fat. Et aujourd'hui, on est allé, en fait, à la fin de l'Ars Nova, vers une chose qui est considérée comme une véritable nouveauté. Ars Nova, au cas où hein, vous l'auriez pas compris, c'est de l'art nouveau. Et Ars Subtilior, art subtil. La subtilité, c'est quelque chose qui existe, ça j'en reparlerai mais dans très longtemps par exemple, parce que ça c'est vraiment une autre notion. Enfin c'est la même mais ça va plus loin. La subtilité dans la musique c'est quelque chose de super intéressant, et on n'a pas appelé l'art subtilior juste parce qu'il était subtil. Non, non, c'est tout un truc, il y a tout un délire avec ça. Et bien évidemment, l'évolution ne s'est pas faite de manière réfléchie, mais selon un parcours logique, plus ou moins en fait naturel, ou pas du tout, il a été peut-être forcé, mais pas dans le but d'être forcé. Il a peut-être juste été forcé par un événement qui est arrivé plus ou moins aléatoirement. Comme je le disais, hein, à la fin d'une période, c'est pas quelqu'un qui s'est dit maintenant. Non, 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 non.
le traité, là je reviens un petit peu, hein, c'est la fin de la vidéo, le traité Ars Nova, lui a posé les bases de quelque chose qui arrivera bien après. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo, donc ces notions du rythme, là, tout ça, ça va vraiment créer des bases pour ensuite la musique de la Renaissance et la musique tonale, j'expliquerai une autre fois ce que c'est, la musique tonale donc qui arrive à partir du début de la période baroque, plus ou moins. Un peu avant, un peu après, ça dépend, voilà, encore une fois, c'est pas net, hein, les coupures entre les deux. Et aujourd'hui, avec le recul, si on met un petit peu le nez dedans ou pas, d'ailleurs, hein, si on est juste un tout petit peu réfléchi et pas borné à juste ce qui est écrit dans les plus mauvais bouquins d'histoire de la musique, on se rend compte que l'Ars Nova a véritablement été un pivot majeur de l'histoire de la musique. Il a vraiment fait la transition entre des musiques très anciennes, hein, les 1000 premières années de l'histoire de la musique, plus ou moins, vers les 700 dernières du coup, machin. Ça c'est vraiment le pivot et c'est un siècle qui est extrêmement important. Pas uniquement en musique, hein, bien évidemment, en philosophie, dans la plupart des arts, la littérature. Voilà, j'ai terminé pour ma petite introduction à l'Ars Nova, j'espère que ça vous aura plu, que c'était un petit peu plus accessible que d'autres vidéos dont on m'a dit Théo, je comprends pas ce que tu dis. Mais ça c'est surtout pour les non-musiciens, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de collègues de fac qui regardent ça. Et du coup, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés non plus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer les cloches pour recevoir les notifications, comme je l'ai dit dans mon petit message du début de la vidéo. Et voilà. Donc moi, je m'arrête ici et je vous dis à très bientôt sur Harmonious Monday.